Ouais, il y a du monde de Guingamp a priori qui souhaiterait faire une annonce pour la manip de cet après-midi, j'imagine. Donc n'hésitez pas à vous avancer. Et puis ceux qui sont derrière, je suis pas sûr que vous entendiez très bien, donc n'hésitez pas à vous rapprocher. On respecte les distances et il n'y a pas de problème. Donc je vais vous faire un petit point d'actualité sur le calendrier parlementaire. Si vous vous souvenez bien, si vous étiez là, ou plutôt devant la mairie fin novembre, à l'époque j'avais fait un petit speech pour expliquer la situation. Et depuis, bon, les parlementaires ont avancé, même s'il y a eu plusieurs mois de latence, en fait plusieurs mois gagnés par la mobilisation. Cette loi sécurité globale, elle aurait pu être adoptée très vite, dès le mois de décembre. Et grâce à la mobilisation qui a eu lieu, en particulier en novembre-décembre dernier, on a obtenu un délai, des discussions, des créations de commissions. Enfin bon, c'est plutôt le gouvernement en vrai qui a gagné du temps. Mais ça nous permet de dire que pour l'instant, rien n'est perdu. Alors, plus précisément la semaine prochaine, le texte, donc la proposition de loi de sécurité globale arrive en séance publique au Sénat. Elle a déjà été examinée en commission des lois, à huis clos d'ailleurs je crois. Bon là les sénateurs de la commission des lois se réunissent, ils décident s'il y a des amendements à adopter ou pas. Maintenant c'est en séance publique, ça sera accessible sur le web et peut-être sur Public Sénat si vous voulez suivre les débats en direct, à partir de mercredi. Donc mercredi, à partir du 16, en fait le 16 ça tombe quand? Mardi ou mercredi? Bon, à partir du 16 au 18. Du 16 au 18, le texte va être discuté, mais en fait, il n'y a pas énormément d'amendements, donc ça va aller relativement rapidement. Si vous vous souvenez, par exemple, le débat sur les retraites, il y avait des dizaines de milliers d'amendements qui étaient déposés, et donc ça prenait du temps. Là, il n'y en a que 329 à la date d'hier. Alors, ce qu'on sait, c'est que le groupe communiste, vous savez, il y a pas mal de groupes au Sénat, comme à l'Assemblée, le groupe communiste demande en fait ce qu'il appelle la fin des délibérations. Donc en fait on arrête de discuter la proposition de loi. Ça sera très probablement refusé par les autres sénateurs, parce que la droite et le centre défendent ce texte, mais c'est quand même notable. Par ailleurs, donc on regardera aussi quel groupe vote pour l'arrêt des délibérations. Je pense que c'est important de regarder qui aura voté quoi. Chaque sénateur, on regardera ce que les sénateurs costarmoricains, on en a 3. On a une sénatrice PS, un sénateur communiste et un sénateur LR. On regardera qu'est-ce qu'ils ont voté à l'occasion de cette délibération. Donc ça permet de se compter. Ensuite, quelques points notables. Les sénateurs communistes, socialistes et verts demandent un moratoire sur la reconnaissance faciale. Donc moratoire, c'est-à-dire suspension, pas de reconnaissance faciale. Et ils veulent aussi la suspension des drones policiers. Pour l'instant, les drones policiers sont suspendus par le Conseil d'État par une décision qui a été prise en décembre. Donc là, ils veulent que ça soit dans la loi. Les écolos, par exemple, ont déposé un amendement pour interdire les drones au-dessus des frontières. Plusieurs amendements pour exclure la surveillance par drone des lieux privés, parce que tel que le texte est écrit pour l'instant, en fait, la surveillance par drone policier, ça peut se passer au-dessus de votre jardin, au-dessus de votre balcon, au-dessus de votre entreprise, au-dessus du local de votre association, de votre syndicat, de votre parti politique, de votre média. Donc la surveillance par drone, elle est extrêmement étendue tel que le texte est écrit. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un peu des amendements de repli pour éviter le pire, quoi. D'autres amendements demandent d'exclure les caméras embarquées, donc les caméras piétons qui, dans ce texte, doivent équiper tous les policiers et dans des conditions en fait qui permettent surtout de protéger les policiers plus que les manifestants, que les personnes qui sont interpellées. Les groupes communistes, PS et Verts demandent la suppression de l'article 25. Alors vous le savez, l'article 25, c'est l'article qui, alors je ne sais pas forcément si vous le savez, mais qui permet aux policiers, en dehors de leur service, de rentrer dans un lieu public avec leurs armes. Typiquement, en festival, par exemple, et c'est pour ça que les festivals comme les Vieilles Charrues s'élèvent contre cette mesure. Demain, un policier hors service pourra rentrer avec son arme à feu dans un festival, au milieu de la prairie, au milieu des milliers de spectateurs. Et voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Bon, évidemment, c'est complètement démesuré. Il n'y a pas, évidemment, on va nous dire il y a des risques d'attentat. Oui, mais ça, malheureusement,
Et le risque zéro n'existe pas. En revanche, il ne faut pas accepter tout et n'importe quoi. Là, il y a un gros risque, en fait, c'est pour la sécurité publique, hein, tout simplement. Il y a des amendements qui vont de la gauche jusqu'au centriste contre le port de ces armes à feu. Donc les sénateurs, a priori, ne sont pas très fans de cette disposition qui a été adoptée par les députés. Et puis évidemment, il y a des amendements pour empêcher donc l'article 24, ou pour le réécrire. A priori, là, les sénateurs, y compris de droite, veulent réécrire l'article 24, mais on ne sait pas trop si c'est favorable ou pas. Il y a encore des analyses juridiques. Donc pour mémoire, l'article 24, qui est celui qui a été le plus débattu depuis le début de la mobilisation, c'est celui qui, en gros, dissuade, voire interdit, mais en situation de manifestation surtout, empêche les journalistes et n'importe quel manifestant de filmer des policiers, puisque, en gros, il veut limiter la diffusion de ces images, mais on peut imaginer qu'en situation de manifestation, les policiers brandissent cet article de loi pour dire, bah voilà, nous on est protégés, vous n'avez pas le droit de nous filmer. Or, il sera trop tard pour... enfin, ça se passe sur le feu de l'action. Et si on est embarqué, si on se retrouve interpellé en garde à vue, évidemment, c'est terminé. Donc il y a un gros enjeu. Vous avez vu que dans Le Monde, il y a 3 jours, il y a encore une enquête qui est sortie, qui montre qu'un commissaire de police, donc un gradé de la police nationale et de la préfecture de police de Paris, a matraqué plusieurs journalistes et plusieurs manifestants. C'est quand même un drôle de hasard, puisque c'est le même policier qui est impliqué dans plusieurs cas de matraquage, et notamment ce journaliste syrien qui a eu le nez cassé. Vous avez peut-être vu ces images, et d'autres journalistes comme Rémi Cuisine avaient été matraqués par ce même policier. C'est grâce aux images des journalistes, on va dire des reporters de rue et des simples manifestants munis de leur téléphone portable que ce travail vraiment remarquable d'enquête du Monde.fr, vous l'avez sur le Monde.fr en vidéo, a pu être mené. Alors je reviens sur le calendrier parlementaire. Donc, après l'étude de cette proposition de loi au Sénat la semaine prochaine, il y a de fortes chances que la PPL, malgré notre mobilisation, soit adoptée. On verra dans quel état, on verra jusqu'où iront les sénateurs. Il faut les pousser au train pour qu'ils limitent le plus les dégâts. Mais ensuite, il y a ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. Alors une commission mixte paritaire, c'est des représentants du Sénat et de l'Assemblée qui se réunissent, et ils essayent de se mettre d'accord sur un texte commun. S'ils n'y arrivent pas, on appelle ça une commission mixte paritaire non conclusive, le texte retourne dans les 2 chambres pour une nouvelle étude, mais ça va beaucoup plus vite qu'en première lecture. Et si elle est ce qu'on appelle conclusive, donc s'ils se mettent d'accord sur un texte commun, ce qui a peu de chances d'aboutir, parce qu'il y a vraiment un gros désaccord sur l'article 24, ça sera, donc s'ils arrivent à un accord, si c'est conclusif, ensuite il n'y a plus qu'un vote solennel et le texte est adopté par les 2 chambres. Mais ce n'est pas encore fini. Vous savez, pour un texte de loi soit promulgué, il y a l'étape du Conseil constitutionnel. Alors on sait déjà que Castex a dit qu'il saisirait, donc après la mobilisation, il avait dit je saisirai moi-même le Conseil constitutionnel sur l'article 24. Mais l'enjeu, il est que le Conseil constitutionnel soit saisi sur l'ensemble des articles de loi. Parce qu'il y a de fortes chances qu'il n'y en ait pas qu'un qui soit anticonstitutionnel. Et pour ça, il faut 60 députés ou 60 sénateurs. Donc il y a un enjeu de faire pression sur les députés et sénateurs d'opposition pour qu'ils soient au moins 60 et qu'ils déposent un recours construit, argumenté devant le Conseil constitutionnel. Et à ce moment-là, le Conseil constitutionnel pourra peut-être censurer certains articles, comme il l'a fait sur la loi Avia l'an dernier, sur la liberté d'expression sur le web, qui avait été votée par les 2 chambres. Elle avait été dénoncée par tous les défenseurs de la liberté d'expression, par la Quadrature du Net, les syndicats de journalistes, etc. Et elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. Donc bien que ce soit un Conseil constitutionnel